Vous vous êtes déjà demandé s'il existait encore un véritable amour dans votre mariage, ou si vous n'étiez pas simplement en train de jouer un rôle appris il y a tant d'années. Peut-être regardez-vous cette vidéo parce qu'au fond de votre cœur, une doute vous hante et ne veut plus se taire. Une question qui vous accompagne durant les nuits silencieuses, lorsque vous regardez à côté de vous et voyez quelqu'un qui, bien que présent, semble vivre dans un monde complètement différent du vôtre. Et si je vous disais que ce que vous ressentez n'est ni faiblesse ni exagération, et encore moins quelque chose que vous devriez garder pour vous? Je veux que vous sachiez dès maintenant que tout ce que vous ressentez est valable. Chaque larme retenue, chaque nuit où vous vous êtes senti seul, alors même que vous n'étiez pas seul, chaque instant où vous vous êtes demandé si ça valait encore la peine de lutter pour quelque chose qui n'existe peut-être plus. Vos émotions ne sont pas insignifiantes, elles ne sont pas futiles et vous n'êtes pas dramatique. Vous êtes humaine. Vous êtes une femme qui a consacré des années, peut-être des décennies, de sa vie à construire quelque chose avec quelqu'un et qui se retrouve maintenant face à la possibilité que cette construction s'effondre silencieusement. Aujourd'hui, je veux vous parler des 5 choses qui se produisent lorsqu'un mariage arrive à son terme. Pas pour vous effrayer, ni vous pousser à tout abandonner, mais pour vous aider à voir clairement ce que vous ressentez, peut-être déjà, mais n'avez pas encore réussi à formuler. Parce que parfois, donner un nom aux choses est le premier pas pour prendre les décisions que notre âme réclame depuis si longtemps. La première chose qui se produit lorsqu'un mariage s'achève, c'est que vous cessez de vraiment vous voir. Je ne parle pas de vous regarder physiquement, mais de ce regard qui voit l'âme, qui perçoit lorsque l'autre est heureux, triste, préoccupé ou rêveur. Vous commencez à vivre comme 2 étrangers partageant le même toit, le même compte en banque, peut-être le même lit, mais qui ont perdu la capacité de se connecter de manière authentique. Je me souviens d'une conversation avec Hélène, une dame de 54 ans que j'ai rencontrée après 28 ans de mariage. Elle m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Vous savez, je me réveille chaque matin à côté du même homme depuis presque 3 décennies. Mais je me sens comme si je vivais seul. Hélène n'exagérait pas. Elle décrivait cette première phase de déconnexion émotionnelle où l'intimité véritable se perd progressivement, remplacée par une routine automatique qui fonctionne, mais n'alimente pas. Vous reconnaissez cela dans votre vie? Quand avez-vous parlé la dernière fois de vos rêves, de vos peurs, de ce qui compte vraiment pour chacun de vous? Quand est-ce qu'il vous a demandé, non pas comment allaient les tâches ménagères ou les obligations de la semaine, mais comment vous vous sentiez, de votre âme, de vos pensées les plus profondes? Et vous, quand avez-vous ressenti une curiosité sincère pour son monde intérieur, ce qui le motive, l'inquiète, ce qui le fait vraiment sourire? La vie nous apprend que l'amour doit être nourri constamment, comme une plante qui a besoin d'eau, de lumière et de soins chaque jour. Si l'on cesse d'arroser cette plante, elle ne meurt pas du jour au lendemain. Elle se fane lentement, et perd sa couleur, sa vie, jusqu'au jour où, en la regardant, on ne voit plus que des branches sèches de ce qui fut un être beau et vibrant. La deuxième chose qui se produit, c'est que vous commencez à mener des vies parallèles sous le même toit. Chacun développe ses propres intérêts, ses routines, ses cercles sociaux, et ces lignes parallèles ne se croisent plus jamais. Vous avez vos émissions, vos amis, vos préoccupations et vos petits plaisirs. Lui a les siens, et vous fonctionnez comme 2 locataires polis qui se respectent mais ne partagent plus véritablement leur vie. Marie, une femme de 51 ans que j'ai connue par une amie, m'a confié qu'elle s'était rendue compte de cela lorsqu'elle a découvert qu'elle ne connaissait plus la chanson préférée de son mari. Nous vivons ensemble, dormons dans le même lit, mais je ne sais plus ce qu'il aime écouter, ce qu'il pense du monde, quels rêves il a encore. Elle a marqué une pause, puis a ajouté « Et le pire, c'est que j'ai réalisé qu'il ne savait plus rien de moi non plus. » Cette séparation silencieuse est sans doute l'une des choses les plus douloureuses qui puissent arriver dans un couple, car la présence physique est là, mais la présence émotionnelle, celle qui compte vraiment,
s'est retiré sans que vous ayez remarqué. Avez-vous observé comment vous organisez vos week-ends? Chacun avec ses plans, chacun réglant ses affaires, chacun cherchant ses plaisirs indépendamment? Ce n'est pas forcément problématique lorsqu'il s'agit d'occasions isolées, mais quand cela devient la norme, quand vous préférez systématiquement faire des choses séparément plutôt que de partager des activités, c'est le signe que quelque chose d'essentiel s'est perdu. Et je veux vous poser une question qui peut faire mal, mais qui doit être posée. Ressentez-vous de la nostalgie pour lui lorsqu'il n'est pas là? Pas la nostalgie pratique, de celui qui vous aide dans la maison ou vous apporte la sécurité. Financière, mais la nostalgie émotionnelle de celui dont vous appréciez la présence, dont vous êtes heureuse d'entendre la voix, avec qui vous aimez partager les récits de votre journée? Si la réponse est non, si son absence vous apporte plus de soulagement que de manque, peut-être est-il temps de remettre en question ce que vous construisez encore ensemble. La troisième chose qui survient, c'est que la communication se limite à l'essentiel pratique. Vous parlez factures, obligations, problèmes à résoudre, famille, travail, mais vous cessez complètement de parler de vous, de votre relation, de vos sentiments et de l'avenir que vous souhaitez construire à deux. La conversation devient fonctionnelle et tout ce qui est émotionnel, intime ou profond disparaît. Je me souviens de Claudine, une entrepreneure de 48 ans, qui m'a dit « Nous parlons de tout, sauf de nous. Nous discutons de l'éducation des enfants, des investissements, de la rénovation, du problème de la voiture. Mais dès qu'il s'agit de nous deux, c'est comme s'il y avait un mur invisible qu'aucun de nous ne veut franchir. » Claudine avait mis le doigt sur l'un des problèmes les plus courants dans les relations qui se vident, l'évitement émotionnel. Peut-être en êtes-vous arrivé au point où parler de votre relation équivaut à vous disputer, à vous reprocher, à créer de la tension, et que vous préférez éviter le sujet. Mais avez-vous pensé que cet évitement est peut-être précisément ce qui anéantit la connexion entre vous? Lorsque nous cessons de parler de nos sentiments, de nos besoins, de nos rêves et frustrations concernant la relation, nous cessons de construire ensemble et nous commençons simplement à coexister. Et coexister n'est pas vivre. Coexister, c'est survivre, c'est maintenir les apparences, suivre des protocoles, fonctionner, mais ce n'est pas grandir ensemble, ce n'est pas se sentir véritablement accompagné dans la vie. Vous méritez mieux que la coexistence. Vous méritez d'être vue, écoutée, comprise et valorisée par la personne avec qui vous avez choisi de partager votre vie. Quand a eu lieu votre dernière vraie conversation sur ce que vous ressentez l'un envers l'autre? Quand vous a-t-il parlé de vous, non plus en termes de tâches ou d'obligations, mais en tant que femme, personne, compagne qu'il a choisie? Et vous, quand avez-vous exprimé pour lui non une plainte, mais un sentiment authentique, de la gratitude, un désir, un rêve à réaliser ensemble? La quatrième chose, c'est que vous cessez de rêver ensemble. Les projets d'avenir deviennent individuels ou purement pratiques, jamais émotionnels et partagés. Vous pouvez planifier la retraite, la rénovation, les vacances, mais vous ne parlez plus de ce que vous voulez être comme couple dans 5 ans, de la relation que vous souhaitez avoir quand les enfants partiront, des expériences que vous voulez vivre à deux, de la marque que vous souhaitez laisser ensemble. J'ai rencontré Véronique, une institutrice retraitée de 55 ans, qui m'a dit « Nous avons tous les deux des projets d'avenir, mais ce sont des projets séparés qui, par coïncidence, se dérouleront au même endroit. Lui veut aller pêcher, moi créer un jardin. Lui veut une maison au bord de la mer, moi un cours de cuisine. Ce ne sont pas de mauvais rêves, mais j'ai réalisé que nous n'avons plus de rêves qui nous incluent véritablement ensemble. Cette absence de rêve commun est comme un thermomètre de la vitalité d'une relation. Lorsque deux cœurs sont vraiment connectés, ils créent naturellement une vision d'avenir qui inclut les deux, non pas seulement comme personnes dans le même lieu, mais comme partenaires construisant quelque chose de significatif l'un pour l'autre. Mais lorsque cela disparaît, lorsque chacun rêve seul, c'est comme si vous disiez, sans le vouloir, que l'avenir peut être beau, mais qu'il n'a pas besoin d'inclure la complicité, la croissance mutuelle, le vrai partenariat. C'est
comme si vous vous accommodiez de l'idée que la relation peut continuer simplement par habitude et commodité. Et je veux vous poser une question difficile. En imaginant l'avenir, parvenez-vous à voir des moments de joie partagés, de complicité, d'intimité émotionnelle? Pouvez-vous vous voir riant ensemble, vous soutenant dans les épreuves, célébrant des réussites, grandissant ensemble? Si cette image ne vient pas naturellement, peut-être est-il temps de questionner ce qui vous unit encore, au-delà de l'habitude. La cinquième, et peut-être la plus douloureuse chose, c'est que vous cessez de faire des efforts l'un pour l'autre. Le soin mutuel, la gentillesse, l'attention, l'affection diminuent progressivement, jusqu'à ce que vous interagissiez avec une politesse de base comme des voisins cordiaux partageant un espace. Vous pouvez être aimable, mais c'est une aimable routine, non un désir sincère de rendre l'autre heureux. Thérèse, infirmière de 52 ans, m'a dit « Je m'occupe de patients que je ne connais pas avec plus de soin que de mon propre mari à la maison. Pour eux, je cherche à apporter du réconfort, à faire sourire, à offrir une attention particulière. À la maison, nous nous traitons avec moins de considération que des inconnus. » Elle a ajouté « Ça m'a fait comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas. » C'est peut-être le signe le plus clair qu'une relation a perdu son essence, lorsque vous investissez plus d'énergie émotionnelle dans d'autres qu'envers votre partenaire, quand vous êtes plus attentionné avec vos amis, collègues ou inconnus qu'avec la personne la plus importante de votre vie. Parce que l'amour véritable fait couler la bienveillance naturellement. Vous n'avez pas à vous forcer à être affectueuse. Vous l'êtes parce que vous prenez plaisir à rendre l'autre heureux. Mais quand ce sentiment s'estompe, la bienveillance devient un effort, l'affection une obligation, et vous cessez progressivement de faire ces efforts car vous ne sentez plus que cela en vaut la peine. Et peut-être la question la plus importante, à vous poser maintenant, avez-vous encore sincèrement envie de rendre votre partenaire heureux? Pas par devoir, pas par habitude, pas par attente sociale, mais parce que votre cœur se réjouit lorsqu'il sourit, parce que vous vous inquiétez lorsqu'il est triste, parce que votre attention se porte naturellement vers lui. Et ressentez-vous qu'il éprouve la même chose pour vous? Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici et reconnu votre histoire dans certaines ou toutes ces situations, respirez profondément et sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de femmes traversent exactement ce que vous vivez. Des femmes intelligentes, dévouées, qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes dans leurs relations et se retrouvent face à une réalité qu'elles n'avaient pas envisagée. Mais je veux aussi que vous compreniez que reconnaître ces signes ne signifie pas que tout est perdu. Cela signifie que vous vous réveillez à une réalité qu'il faut affronter avec honnêteté et courage. Il y a une grande différence entre un couple traversant une phase difficile et un couple arrivé au terme de sa capacité à nourrir ses membres. La question que vous devez vous poser maintenant est, y a-t-il encore des deux côtés un désir sincère de reconstruire? Pas le désir de maintenir le statu quo parce que c'est plus facile, plus sûr, plus pratique, mais le désir réel de créer quelque chose de nouveau, de se reconnecter, de rêver ensemble, de redécouvrir l'autre, d'investir une énergie émotionnelle mutuelle. Vous devez comprendre une chose fondamentale. Vous ne pouvez pas sauver seul une relation. Vous pouvez essayer, vous pouvez vous épuiser, vous pouvez vous sacrifier. Vous pouvez faire d'infinies concessions, mais si de l'autre côté, il n'y a pas le même engagement, la même volonté de changement et le même investissement émotionnel, vous finirez par vous consumer à porter un fardeau qui devrait être partagé. Je me souviens de Laurence, architecte de 49 ans, qui a passé 3 ans à tenter seule de revitaliser son mariage de 22 ans. Elle a fait une thérapie individuelle, lu des livres, changé de comportement, créé des moments spéciaux, lancé des conversations difficiles, mais elle s'est rendue compte qu'elle dansait seule. « Je me battais pour nous deux », m'a-t-elle dit, « mais le couple c'est un tango, il faut 2 personnes pour danser ensemble. » Laurence a pris l'une des décisions les plus courageuses qu'une femme puisse prendre.
Elle a décidé d'arrêter de se battre seule et de commencer à se battre pour elle-même. Pas de manière égoïste, mais saine. Elle a compris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas s'annihiler, s'épuiser, se sacrifier indéfiniment pour quelque chose qui n'a peut-être plus de possibilité de renaître. Et nous arrivons à un point crucial de notre échange. Si vous vous êtes reconnu dans ces situations, vous avez 3 chemins possibles devant vous. Le premier, continuer comme si de rien n'était, feindre que tout va bien, éviter les conversations difficiles, laisser la routine tourner, tout en sachant au fond que vous êtes 2 étrangers polis partageant une vie. Ce chemin peut sembler plus facile à court terme, mais il est dévastateur pour votre âme sur le long terme. Le second, tenter une dernière reconstruction sincère. Cela implique d'avoir des conversations véritables, même si douloureuses. Cela signifie exprimer vos besoins, vos sentiments, vos frustrations, mais aussi votre volonté de changement mutuel. Cela peut passer par une aide professionnelle. C'est accepter la vulnérabilité, prendre des risques émotionnels et investir de l'énergie dans quelque chose qui peut marcher ou pas. Mais cette fois, en étant consciente que cet effort doit venir des 2 côtés. Le troisième, reconnaître que vous avez fait de votre mieux, que vous avez construit une belle histoire, mais qu'il est temps pour chacun de poursuivre son propre chemin. Ce n'est pas un échec, c'est de la maturité émotionnelle. C'est admettre que parfois 2 bonnes personnes ne sont plus bonnes l'une pour l'autre. C'est choisir l'honnêteté plutôt que la convenance, même si c'est plus difficile. Chacun de ces chemins demande du courage et va vous sortir de votre zone de confort. Chacun vous oblige à être honnête avec vous-même sur ce que vous voulez et avez besoin pour être heureuse. Mais savez-vous la différence fondamentale? Sur le premier chemin, vous continuez à vous trahir. Sur les 2 autres, vous vous respectez. Je veux partager l'histoire d'Isabelle, 56 ans, qui m'a beaucoup marqué. Après 31 ans de mariage, elle a compris qu'elle devait prendre une décision. Elle m'a dit: « Je réalisais que je menais une vie qui n'était pas la mienne, par peur de décevoir tout le monde, mes enfants, ma famille, mes amis, la société. Mais je décevais la personne la plus importante, moi-même. » Isabelle a décidé d'avoir la conversation la plus difficile de sa vie avec son mari. Elle a été totalement honnête sur son ressenti, ce qu'elle observait dans leur relation et ses besoins non satisfaits. Elle lui a donné l'opportunité d'être lui aussi honnête sur ses propres sentiments et sa volonté de changer. La discussion a été douloureuse, mais libératrice. Ils ont découvert que tous 2 se sentaient piégés dans un mariage qui avait perdu son essence, mais que personne n'osait aborder le sujet. Après tant de larmes, d'honnêteté et de respect mutuel, ils ont compris qu'il était temps de se libérer mutuellement pour qu'ils puissent trouver le bonheur ailleurs. 3 ans plus tard, Isabelle me dit que ce fut la décision la plus difficile, mais la plus juste de sa vie. J'ai appris que parfois, la plus grande preuve d'amour est de laisser partir l'autre, quand on ne parvient plus à être heureux ensemble. Mais je veux aussi vous raconter l'expérience différente de Sylvie, 53 ans, avocate. Lorsqu'elle a reconnu les signes dont nous avons parlé, elle a choisi la même honnêteté, mais en mettant l'accent sur le bien qu'ils avaient construit au fil des ans et la possibilité de rebâtir sur ses fondations. Sylvie et son mari ont décidé de consulter ensemble et se sont engagés dans un processus de redécouverte mutuelle. Ce ne fut pas facile ni rapide, mais ce fut sincère. 2 ans plus tard, elle m'a confié qu'elle sentait, qu'elle redécouvrait l'homme qu'elle avait épousé et qu'il avait l'impression de découvrir une femme plus courageuse. Que nous enseignent ces 2 histoires? Qu'il n'existe pas de formule universelle. Chaque relation a sa dynamique propre, son histoire, ses possibilités et ses limites. Mais dans les 2 cas, la clé fut le courage de cesser de prétendre que tout allait bien et d'affronter la réalité avec maturité. Maintenant, je veux m'adresser à vous, spectatrices de cette vidéo, dont le cœur réclame de la clarté. Vous n'avez pas à prendre de décision aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses maintenant. Mais vous devez commencer à vous poser les bonnes questions et être honnête avec vous-même sur les réponses que vous trouverez. Première question,
Ressentez-vous encore une réciprocité émotionnelle? Pas en termes de tâches ou de responsabilités pratiques, mais de soins mutuels, d'intérêt sincère l'un pour l'autre, d'investissement émotionnel équilibré dans la relation. Si vous avez l'impression de donner toujours plus que vous ne recevez, il est peut-être temps de distinguer amour et dépendance. Deuxième question, vos attentes sont-elles réalistes dans la dynamique que vous avez créée? Parfois, nous nous accrochons à une vision idéalisée de notre partenaire ou de notre relation qui ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Troisième question, la vie aux côtés de votre partenaire vous rend-elle meilleure ou plus aigrie? Les relations saines nous inspirent, nous soutiennent et nous apportent de la joie. Si, au contraire, vous devenez plus irritable, triste, critique, fermée ou anxieuse, vous avez un signal à écouter. Quatrième question, souhaitez-vous vraiment construire un avenir avec cette personne? Pas par peur de la solitude ou pression sociale, mais parce que vous croyez qu'ensemble, vous pouvez créer quelque chose de beau et de nourrissant. Cinquième question, si une amie chère vous exposait exactement la même situation, quels conseils lui donneriez-vous? Nous sommes souvent plus sages pour les autres que pour nous-mêmes. Ces questions peuvent révéler des vérités difficiles. Elles peuvent confirmer des peurs que vous esquivez, mais elles peuvent aussi être le premier pas vers votre libération émotionnelle et une vie plus en accord avec qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas obligé de rester dans une relation qui ne vous fait pas de bien simplement parce que vous y avez investi du temps. C'est la fausse logique des coûts irrécupérables. Vous n'êtes pas non plus tenu de rester pour les enfants, la famille, la stabilité. Ces considérations peuvent compter mais ne doivent pas être les seules. Vous méritez le bonheur, la réalisation personnelle, l'amour vrai, le partenariat authentique, quel que soit votre âge, votre histoire ou l'opinion d'autrui. Vous êtes précieuse, même si votre mariage vacille. Votre dignité n'est pas en jeu si vous osez changer. À 50, 55 ou 60 ans, vous avez encore tant de vie devant vous. Vous avez des rêves à réaliser, des expériences à vivre, des facettes de vous à explorer. Vous n'êtes pas sur la ligne d'arrivée, mais à l'aube d'un nouveau chapitre. Les changements peuvent effrayer. Recommencer peut sembler impossible. La société peut juger, mais vous êtes plus forte, plus sage et plus capable que vous ne le pensez. Vous avez survécu à tant d'épreuves, enfants, carrière, crises, pertes et victoires. Vous avez démontré votre capacité à vous adapter et à grandir. Pourquoi serait-ce différent, Agora? La différence, c'est que vous avez plus d'expérience, plus de clarté et moins de temps à perdre. Vous êtes mieux préparé à prendre des décisions éclairées. Si vous choisissez de reconstruire, vous le ferez avec maturité et attente réaliste. Si vous savez que la séparation est la voie, vous la vivrez avec moins de drame et plus de sérénité. Si vous optez pour une pause, ce sera pour mieux vous connaître et clarifier vos désirs. Aucune de ces options n'est incorrecte tant qu'elle est votre choix conscient. Un choix fait par courage, non par peur ou inertia. Vous n'avez pas à faire ce chemin seul. Cherchez de l'aide professionnelle, parlez à des amis fiables, trouvez un soutien émotionnel. Mais faites confiance à votre intuition et à votre expérience. Votre cœur sait, votre essence sait. La plus belle des aventures reste à écrire, celle de votre amour pour votre propre vie. Chérissez-vous, poursuivez vos rêves, cultivez des liens nourrissants, créez des moments de joie. Imaginez-vous vous réveillant avec enthousiasme, aimant la femme que vous voyez dans le miroir, entouré de conversations qui nourrissent votre âme. Cela n'est pas un rêve inaccessible, c'est une vie possible, et vous la méritez. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec une femme qui a besoin de se souvenir de sa valeur. L'une des plus belles choses que nous puissions faire est de nous rappeler mutuellement que nous sommes précieuses, méritant l'amour vrai et le bonheur, et qu'il n'est jamais trop tard pour oser. Votre vie est une œuvre en cours. Vous êtes l'artiste, et il reste tant de couleurs à déployer. Ne laissez ni la peur ni l'opinion d'autrui vous empêcher de créer la plus belle des œuvres. Vous êtes plus forte, plus sage et plus digne d'amour et d'accomplissement que vous ne l'avez cru récemment. L'avenir est entre vos mains, et vos mains sont capables de merveilles.